Géopolitique, bloc multipolaire versus bloc occidental, l'Afrique doit-elle choisir? Nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. En géopolitique, la multipolarité se manifeste par l'existence de plusieurs pôles de puissance politique et économique qui s'équilibrent les uns les autres, les plus forts, imposant autour d'eux leur propre vision du monde. Alors que le multilatéralisme tente d'instaurer, nous dit-on, un système plus démocratique et égalitaire à l'échelle des pays, les rapports de force entre les différentes puissances constituant les éléments clés pour comprendre les relations internationales. Mais ce que nous voyons depuis des décennies, ce n'est pas justement ce qu'on appelle la multipolarité. Oui, mesdames, messieurs, car jusqu'à preuve de contraire, Washington s'est pris pour Dieu sur terre, comme si c'est Washington qui représentait Dieu sur terre et devait justement, on va le dire, gérer le monde comme il l'entendait. À l'absence d'un État mondial où les États les plus forts accepteraient une forme d'égalité qui pourrait aller à l'encontre de leurs propres intérêts, c'est un monde multipolaire qui s'est mis en place et qui se met aujourd'hui en place. Il s'oppose au monde bipolaire de l'époque de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Les deux seules puissances mondiales de la moitié du XXe siècle. Les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, le Japon et la Russie sont considérés comme les puissances mondiales actuellement auxquelles il faut ajouter les puissances régionales que sont l'Inde, le Brésil, la Turquie, l'Iran, l'Afrique du Sud et surtout l'Argentine. Mais seulement voilà, jusqu'à preuve de contraire, Washington, sous la coupole qu'on ne sait vraiment pas quoi, décide et fait les rois où il veut. Pourtant, d'un autre côté, se forme aujourd'hui un bloc multipolaire où il y a justement la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, l'Iran, l'Afrique du Sud et l'Argentine et bien d'autres pays encore qui font face aujourd'hui au bloc occidental qui veut régenter le monde. Et nous, de poser la question, où se trouve l'Afrique en ce moment-là ? Doit-elle justement choisir son bloc dès maintenant? En tout cas, pour certains experts, il faut bien que l'Afrique choisisse, car si elle ne choisit pas, à un moment donné, eh bien, elle subira le courroux d'un camp ou alors d'un autre. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Géopolitique, bloc multipolaire versus bloc occidental, l'Afrique doit-elle choisir? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est notre invité ce matin. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jelangos. Je dis bonjour à vos techniciens, bonjour à mes co-panélistes. Je veux dire à mes co-combattants, pas mes co-panélistes, parce que le format ne nous oblige pas. Bientôt, on pense que c'est ça le cas. Voilà, bonjour à mes co-combattants, voilà. Je dis bonjour aux combattantes, parce que ici il y a aussi les Amazones dans ce combat pour l'émancipation du peuple noir, du continent africain. Je les salue ce matin avec beaucoup de déférence. Je dis bonjour à ceux-là qui nous soutiennent, qui sont quelquefois très loin, n'est-ce pas, des frontières africaines, mais qui nous soutiennent, qui nous apportent leurs suggestions, très souvent dans les réactions que j'ai l'habitude de parcourir sur la page, n'est-ce pas, de Panafricaniste TV. Quand je l'ai dit, je voudrais, comme à mon habitude, commencer par un coup de gueule. Pourquoi est-ce que l'armée française a caché au monde entier que les armes envoyées en Ukraine étaient constituées d'uranium appauvri? Parce que lorsque nous entendons pas d'uranium appauvri, on croit que c'est inoffensif. L'uranium appauvri est tout sauf inoffensif. Parce que lorsqu'il est utilisé, là où il est utilisé, c'est pratiquement la terre brûlée et les rescapés vont subir un peu ce que les populations d'Hiroshima, Nagasaki ont subi lors, je crois, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les cancers. Et voilà donc un pays dont les dirigeants, que les dirigeants présentent comme étant une démocratie, comme étant un pays qui
qui dit la vérité, qui est clair, qui ne cache rien, même qui met sur la table les sujets tabous, qui n'a pas été capable de dire au monde entier que une partie de l'armement, des armes envoyées en Ukraine, était constituée d'uranium appauvri. En tout cas, voilà de ce qui intéresse les exégètes, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent le complotisme. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici, moi, de vous poser la question de savoir si Emmanuel Macron veut gérer le problème de la crise ukrainienne. Pendant ce temps, sur son sol, plus de 8 millions de personnes sont toujours dans les rues. Emmanuel Macron, c'est un propos qui lui est fait par une partie de l'opinion publique française, à savoir qu'il est plus européen que français. Voilà. Et moi, je vous dirais qu'il est plus stress famille que français. Albert Anatole, ici, allons-y avec vous ce matin. Peut-on dire aujourd'hui que le bloc multipolaire est en train de se mettre en place? Commençons déjà par là. Bien évidemment. Bien évidemment. Vous voyez le délire international que vous voyez actuellement, que ce soit du côté de Washington, l'effervescence diplomatique que vous voyez, que ce soit sur le continent africain, sur le continent européen, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Asie, c'est parce qu'il y a des choses qui bougent. La semaine dernière, Jupiter et la corrompue, qui officie comme président de la Commission européenne, était du côté de Pékin. Pour faire quoi? Ils étaient en pèlerinage. Pourquoi faire? C'est parce qu'il y a des lits qui bougent. Vous avez regardé comment les images, vous avez suivi les narratifs des uns des autres. Sur le continent africain, chaque semaine, vous avez un pèlerinage, soit d'un officiel britannique, soit d'un officiel américain, d'un officiel anglais, français, parce qu'il y a des lits qui bougent, il y a des choses qui bougent. Nous parlons du continent africain, vous allez du côté du Moyen-Orient, du côté du Proche-Orient, vous avez ce déferlement, n'est-ce pas, diplomatique, parce qu'il y a des lits qui bougent. Vous allez du côté de l'Inde, vous allez du côté, justement, même de j'ai envie de dire, de l'Asie, vous allez du côté de l'Amérique latine, vous avez, même en Europe, surtout pour certains pays qui ont choisi le nouveau bloc qui est en train de se mettre en place. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il n'y a pas très longtemps. C'est la semaine dernière, je crois, puisque le Brésil fait un membre des BRICS, oui, a demandé à Zelensky, de ne pas trop demander en ce qui concerne la Crimée. C'est pour vous dire qu'il y a des prises de position. Et ils le savent. C'est ces mondialistes qui nous ont enfermés dans la bipolarité confisquée par l'unipolarité de Washington. Donc, les BRICS, c'est une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous avez aujourd'hui les alternatives à la fois géopolitiques stratégiques, à la fois économiques qui sont en train d'être mises en place. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez des débats. Vous avez des débats de plus en plus qui tournent autour de la dédollarisation de l'économie mondiale. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que justement, les États-Unis utilisaient le dollar comme une arme géopolitique pour s'ingérer dans les affaires internes des États, pour créer les guerres, les conflits, pour sanctionner, pour imposer aux autres les choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas accepter qu'on leur impose. Donc, voilà, c'est une réalité. Albert Anatole, ici, maintenant, je vais pour l'autre côté. Le bloc occidental est en train de mourir? On ne peut pas dire que le bloc occidental est en train de mourir. Le bloc occidental est en train d'être fragilisé. Si vous prenez actuellement où nous menons ces débats, je pense que les télévisions présenteront cette carte aux téléspectateurs. Lorsque vous voyez la configuration mondiale actuelle, je parle de la configuration géopolitique internationale actuelle, vous verrez que le bloc occidental est minoritaire, contrairement au bloc multipolaire qui a se mettre en place. Oui. Il est minoritaire d'abord, comme je l'ai indiqué dans la précédente thématique, le bloc occidental est minoritaire d'abord en termes de population, en termes de puissance économique, en termes d'influence géopolitique, en termes justement d'offres démocratiques, parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, c'est là. C'est-à-dire que
vous ne pouvez pas imposer, vous ne pouvez pas transformer justement les États en État, en une sorte d'état de télégraphe. C'est-à-dire que où vous arrivez parce que vous devez peut-être apporter une petite aide ou bien s'engager dans des relations commerciales avec cet État-là pour lui imposer des conditionnalités liées à la pratique, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de la pratique des nouveaux droits de l'homme, ce qu'ils appellent les nouveaux droits de l'homme, non. Vous ne pouvez pas leur opposer, n'est-ce pas, à ces États-là, l'ingérence dans leurs affaires intérieures au nom de la démocratie. Non. Donc, de plus en plus des États ne veulent plus de l'ingérence dans leurs affaires intérieures. Vous avez, dans une précédente thématique, je vous ai tout à l'heure convoqué du côté du Moyen-Orient, où, avant la crise ukrainienne, l'Arabie Saoudite était un État paria. Donc, comme c'était une monarchie, c'est pas un État, était une monarchie paria, à la fois pour Washington et le bloc occidental. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, il y a un espion, journaliste, qui travaillait pour le compte, qui a été malheureusement assassiné au consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie. Il s'appelait quoi? Gamal Rashoudi, qui a été assassiné là-bas. Au nom de cela, l'Arabie Saoudite est devenue une monarchie paria du point de vue des États-Unis. Mais quelques années plus tard, non, quelques mois plus tard, vous avez donc vu l'oligarchie dirigeante américaine aller faire des salam-alek à la même personne, c'est-à-dire aux dirigeants de la même monarchie qui était considérée comme étant une monarchie paria. Est-ce parce que l'Arabie Saoudite, qui était jusque-là un partenaire stratégique pour les États-Unis, vient de lui tourner le dos en se rapprochant de la Russie? Pas seulement. Vous savez, dans le problème avec le bloc mondialiste, c'est-à-dire le bloc occidental, ils ont pris l'habitude de créer la division au sein des communautés ou bien des États pour s'infiltrer. Ils ont créé justement des divisions, je veux dire, des précédents entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais aujourd'hui, donc, problème arrangé, maintenant, résolu par la Chine. C'est justement l'entre-genre de la Chine. Oui. Les deux pays sont devenus désormais amis. Désormais, ils ont décidé, n'est-ce pas, d'ouvrir leur représentation diplomatique. C'était l'échec qui consacre, il s'agit là des actions ou des actes géopolitiques qui consacrent justement la mise à mal, justement, du bloc occidental que nous appelons très souvent le bloc unipolaire. Donc, les BRICS, c'est-à-dire le bloc multipolaire, ce n'est pas une vie de l'esprit. C'est en train de se mettre en place. Vous avez justement un fonds monétaire, n'est-ce pas, de ce bloc qui est en train de se mettre en place pour tourner le dos au dollar américain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté, tout le monde a constaté, les analystes et spécialistes sérieux ont constaté que le dollar américain est devenu un problème. Le droit d'exterritorialité des États-Unis est devenu un problème pour tout le monde. Donc, ça crée des guerres partout, ça crée des conflits partout. Ce qui se passe forcément avec cet état de choses, ce qui se passe à Washington a forcément des conséquences dans mon pays, le Cameroun, ou bien au Sénégal, au Mali, alors que vous n'êtes pas partie prenante. La preuve, dans le contexte justement de la guerre, de l'opération militaire spéciale en Ukraine, mais qu'est-ce que le bloc unipolaire a voulu imposer, ou a tenté d'imposer au continent africain? Dans le cadre de la résolution, des multiples résolutions qui ont été prises contre la Russie. Que l'Afrique s'aligne derrière ce bloc qui se présente comme étant une démocratie, au mépris du principe de la souveraineté de ces pays, de ces États-là, des États africains. Les États africains, ce n'est pas un pays. Apparemment, chez eux, dans leur compréhension, le continent africain, c'est un État. Le continent africain, c'est plus de 50 d'États. Il faut tout le temps le rappeler. Pour ceux qui se présentent comme étant des analystes ou bien les spécialistes du continent africain. Le continent africain, c'est plus d'une cinquantaine d'États, au même titre que les États-Unis. Donc, lorsqu'ils se lèvent pour parler du continent africain, il faut qu'ils fassent très, très attention. Alors, dans le contexte
des sanctions suggérées par eux au travers de multiples résolutions, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité contre la Russie. Il a été imposé au continent africain de prendre position, de prendre fait et cause pour l'Ukraine. Comme si le problème de l'Ukraine, c'était le problème des États des Africains. Ça ne concerne en aucun cas, il faut le rappeler. Le problème de l'Ukraine, la crise de l'Ukraine ne concerne en aucun cas les Africains, le continent africain. Nous avons nos propres problèmes à résoudre, créés par eux. C'est ça qui est la question. Mais par contre, la crise ukrainienne peut être un problème au nom de l'impact du point de vue de la mondialisation. Pourquoi? Parce que avec justement l'unipolarité que nous contestons à des clients, il a été imposé à la plupart des États africains, comme au reste du monde, de ne pas s'émanciper. C'est que ce soit du point de vue économique, du point de vue géopolitique, du point de vue géostratégique, du point de vue, n'est-ce pas, commercial, du point de vue politique. Conséquence, lorsque justement quelqu'un s'enrhume du côté, quelqu'un touche du côté de l'Ukraine, tout le monde s'enrhume sur le continent africain et dans le reste du monde. Dans ce cafouillage géopolitique et géostratégique, qui tire les marrons du feu? Les États-Unis. C'est les États-Unis. Dans une interview qu'il a accordée à certains médias hexagonaux hier, finalement, Jupiter reconnaît que il ne faut pas que l'Union européenne suive, n'est-ce pas, suive benoîtement les États-Unis sur la question de taïwanaise. Sinon, l'Union européenne sinon les États de l'Union européenne seront considérés comme des vassaux. Mais ils oublient que Ils ont que des paroles. Mais non, c'est même de l'ignorance, c'est même pas que des paroles. Ça veut dire que donc Macron ignore que l'Europe est vassalisée depuis des lustres par les États-Unis. Tu sais. Non, je ne sais pas. Ça veut dire que Macron ignore-t-il que l'Europe est vassalisée depuis des lustres par les États-Unis? Je crois que nous avons un problème, M. Sylvie Langos. Et comme un malade mental qui retrouve quelquefois quelques secondes de lucidité, il pense, M. Macron, que l'Europe doit créer un troisième pôle parce que les États-Unis ont un pôle, la Chine a un pôle, maintenant il faut que l'Europe crée un pôle. Et là, ça revient à la question que vous posez. Est-ce que l'Afrique doit-elle ou peut-elle choisir? Elle doit choisir ou elle peut-elle choisir? Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit être au quatrième pôle. Elle doit créer son propre pôle? L'Afrique doit créer son propre pôle. Moi, je m'inscris dans la dialectique des ambitions. Je m'inscris dans malgré les divisions. Je veux dire, je m'inscris dans la dialectique de l'ambition, mais surtout de l'afro-optimisme. C'est-à-dire que l'Afrique ne doit pas demeurer justement la zone d'influence des autres. Puisque vous avez les États-Unis qui ont leur pôle, la Russie et la Chine qui sont en train de créer le deuxième pôle multipolaire, n'est-ce pas, Macron qui pense qu'il faut s'affranchir des États-Unis, il ne faut pas entrer dans le bloc de la Chine et de la Russie, il faut un troisième pôle. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que l'Afrique, qui est le pourvoyeur, qui est le continent pourvoyeur de matières premières, qui a plus d'1 milliard d'habitants, qui a un vaste marché, qui est constitué de plus de 65% de terres arables, s'arrime sur un pôle. Non. L'Afrique, moi je pense que si Macron pense que l'Europe doit créer un troisième pôle, l'Afrique doit créer un quatrième pôle. Et là, il nous faut un leadership. Ça pose donc sur la table la question du leadership. Et ce leadership ne peut pas être posé, ne peut pas être porté. Oui. Ne peut pas être porté par, n'est-ce pas, les France-Africains qui officient à la tête de certains de nos États, comme étant les chefs d'État ou bien le président de la République, ou alors par des pro-européens, par des pro-états-uniens. Non. Je vous ai dit, l'alternative à l'émancipation de l'Afrique et son émergence, ça ne peut pas être les États-Unis, ça ne peut pas être l'Union européenne. Peut-on se débarrasser aujourd'hui? Ça ne peut pas non plus être de ces France-Africains, de ces impérialistes, bien évidemment, qui se sont à la tête de nos États, bien évidemment, formé ce bloc. J'ai l'habitude de vous le dire qu'il nous faut davantage de coups d'État populaires et révolutionnaires. Oui.
Je ne suis pas dans le politiquement correct, M. Steve Zenangos. Nous sommes dans la lutte. Nous sommes dans la lutte pour l'émancipation du continent africain, du peuple africain, du peuple nord du manière générale. N'ayons pas peur des mots. Chez eux, il y a des révolutions qui se mettent de plus en plus en place. Aux États-Unis, qui pantouflent au travers de la planète Terre entière, n'est-ce pas, de la démocratie, mais en territoire européen, américain, actuellement, il y a un vent de révolution qui a soufflé. En France, il y a un vent. La crise, je veux dire, la réforme, les manifestations, la crise sociale actuellement, c'est un vent de révolution qui a de se mettre en place progressivement. Le temps nous dira. Actuellement, c'est un vent de révolution qui souffle du côté de la France. Pas seulement en France. Sur tout le territoire européen, il y a un vent de révolution, il y a un vent de contestation qui souffle par rapport à l'engagement, je veux dire, par rapport à l'implication de leurs dirigeants dans la crise ukrainienne. Alors qu'ils ont des problèmes à résoudre, alors que la population ont des problèmes, ils sont confrontés à des problèmes, j'ai envie de dire élémentaires et basiques, des millions d'euros sont dépensés en Ukraine au nom de quoi? Au nom d'une oligarchie dirigeante. Corrompue, il faut le dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à votre question, je ne suis pas un rêveur. Parce que si j'étais rêveur, je ne serais pas dans ce combat. Parce que si j'étais un rêveur, cela m'amènerait à croire que le sacrifice de Passy Lumumba, le sacrifice de Kwame Nkrumah, le sacrifice de Modibo Keïta, le sacrifice de Ruben Unyobé était vain. Ce n'était pas un sacrifice vain. Penser que c'est une utopie, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une utopie. Beaucoup d'Africains sont morts pour ce que nous portons, au nom des idéologies que nous portons, au nom des idéaux, n'est-ce pas, de l'Afrique que nous portons. Je ne suis donc pas un rêveur. Je ne suis pas un utopiste. Je ne suis pas un idéaliste non plus, mais je pense que cette rupture est possible. Et il est en train, n'est-ce pas, de s'opérer. Oui. Qui aurait cru avant 2022, avant 2020, 2021, 2020, 2021, que dans un État africain, un ambassadeur français pouvait être chassé d'un pays francophone. C'était imaginable? C'était pas imaginable. Qui aurait cru que Paris pouvait reculer, pouvait descendre de son arrogance, de sa condescendance, pour simuler l'humilité. Mais aujourd'hui, c'est changé. Aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, M. Tizunongos, ne soyons pas en musique, ni mieux. Il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, vous voyez le continent africain qui est courtisé, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenir, ils veulent que le continent africain reste une zone d'influence pour leur, non, pour leur hégémonie, non. Je pense qu'aujourd'hui, le continent africain doit avoir l'ambition d'être ce quatrième pôle. Puisqu'il y a un premier, deuxième, troisième pôle qui est annoncé, le continent africain doit être ce quatrième pôle qui se met en place parce que nous avons tout. Pourtant, on considère souvent l'Afrique comme un continent un peu laxiste, toujours en train de regarder les autres faire, mais ne fait jamais rien. Est-ce qu'on va s'en sortir avec ce genre, on va le dire ainsi, d'attitude? Non. Il faut faire le distinguo entre l'Afrique des dirigeants, oui, et l'Afrique des dirigés qui est populaire et qui est émancipée et qui va s'affranchir justement de l'Afrique des dirigeants qui sont des complices du bloc unipolaire que nous combattons et que nous décrions. Quand on a fait ce distinguo-là, ça veut dire que ce que je dis devient possible. C'est possible, ça a été rendu possible du côté du Mali, qui sont en train de faire le chemin. C'est difficile parce qu'il y a des pots de bananes qui sont mis en place, parce qu'ils veulent que le continent africain devienne le pourvoyeur, parce qu'ils veulent que le continent africain demeure, vive éternellement sous
j'ai envie de dire, le paternalisme du bloc occidental, non. Non du tout. Donc, je pense qu'il faut donc faire le distinguo entre cette Afrique-là. Nous avons l'Afrique des dirigeants. Même parmi l'Afrique des dirigeants, il y en a qui pensent que l'Afrique peut faire mieux, que l'Afrique ne doit pas demeurer cet éternel assisté qui vit de l'aide de FMI, de la Banque mondiale, qui vit de l'aide de l'Agence française au développement. Non. L'Afrique, ce n'est plus ça. L'Afrique, au XXIe siècle, doit aspirer à être, comme j'ai dit, le 4e pôle, c'est-à-dire une puissance, peut-être parce qu'on n'a pas encore la dissuasion nucléaire, mais il est important que la plupart des pays africains aspirent à devenir une puissance nucléaire. Moi, j'aimais bien les folies. J'étais encore tout petit. Moi, j'aimais bien les folies que beaucoup trouvaient rigolo de Mobutu Sese Seko. Il a voulu, en son temps, lancer une fusée. C'était un rêve. En ce temps, il s'est engagé dans un projet de mise en place d'une fusée, de mise sur orbite d'une fusée. D'une fusée. Ça a été un rêve. Mais ça montrait quand même que, en dépit de ce qu'il a été pour certains, c'est-à-dire un tyran, un dictateur, un traître, un assassin, à un moment donné, il a eu des moments de lucidité pour l'émancipation, pas seulement du peuple zaïrois à l'époque, oui, mais surtout du peuple, n'est-ce pas, du peuple africain. Je pense que s'il avait réussi à mettre en orbite cette fusée, c'est l'Afrique entière qui aurait profité. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir ces rêves, cette ambition. Kadhafi a eu le rêve, il a eu l'ambition, il a commencé à matérialiser. Mais c'est paradoxalement, c'est cette Afrique des dirigeants. Je veux dire, une partie de cette Afrique des dirigeants qui a trahi le rêve, n'est-ce pas, de Muammar Kadhafi, qui l'a vendu à la criminalité internationale. Et de ce point de vue, j'ai envie de le dire, c'est un pan de l'histoire que les Africains ne doivent pas pardonner. À la France, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, quel que soit le narratif qui peut être porté, le narratif de la diplomatie, le narratif n'est-ce pas, de l'amitié, je pense qu'il s'agit là d'une histoire, de l'histoire de l'Afrique. Je le dis avec beaucoup de fermeté, de détermination, qu'il s'agit de l'assassinat de Kadhafi, l'assassinat de Sankara, entre autres, a consacré l'enterrement, pratiquement l'enterrement du rêve africain. Et il s'agit d'une histoire que nous ne devons pas leur pardonner en aucune façon, M. Sylvain. Je le dis avec beaucoup de colère, beaucoup de fermeté. Merci, Albert Latoula, ici d'avoir été là ce matin pour répondre à nos questions. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, nous vous aimons beaucoup. Plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition, on va le dire ainsi, de Parole panafricaniste. Comme déclaré haut et fort mon grand-père, il ne faut jamais commencer un combat si on ne sait pas qu'on va le gagner. Mais nous avons commencé ce combat il y a longtemps et nous savons que nous allons le gagner. Bonne journée à toutes et à tous.